Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous parler des archives de la marine conservées aux archives nationales et de leur intérêt pour des recherches individuelles. Alors, mon exposé va aller du général au particulier. Dans un premier temps, je vais vous dire quelques mots sur l'organisation générale des archives de la marine en France. Dans un deuxième temps, j'évoquerai le fond des archives nationales. Et puis, dans un troisième et dernier temps, ce sera la partie qui concerne en particulier les dossiers individuels et les recherches personnelles. Alors, avant d'en venir à ces trois parties, je voudrais faire une remarque préliminaire. Euh, je pense que nous sommes en train d'entrer dans une deuxième ère, une deuxième phase ou un deuxième âge de l'histoire de la généalogie. Nous arrivons au stade où l'état civil français est presque entièrement numérisé, et ainsi, pour la majorité d'entre nous, il est possible d'établir des arbres généalogiques qui courent du temps présent parfois jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à la fin du XVIe siècle. Nous disposons donc maintenant d'une sorte de squelette euh, avec des noms et des dates, mais ça n'est qu'un squelette. Et ce sont maintenant d'autres archives que nous sommes amenés à exploiter en dehors de l'état civil, les archives privées, les archives notariales, et puis les archives des administrations. Dans un pays comme la France, très centralisé, eh bien, beaucoup d'individus, même ceux qui n'ont pas joué de rôle politique ou administratif majeur, sont présents dans les archives de l'État. Et c'est le cas de ces archives de la marine que je vais évoquer aujourd'hui. Alors, disons un mot de l'organisation générale des archives de la marine en France. Elle est assez complexe à appréhender parce que ces archives sont en quelque sorte balkanisées. Nous avons des archives centrales qui sont conservées à Paris et à Vincennes, et des archives locales. Les archives centrales sont les archives qui se proviennent du ministère de la Marine, de l'état-major de la Marine. Les archives locales, celles sont conservées dans 5 ports qui sont des antennes du service historique de la Défense. Je les énumère: Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon. On peut se demander pourquoi les archives centrales sont partagées entre deux sites, le service historique de la Défense à Vincennes et les archives nationales à Paris. C'est une sorte d'anomalie puisque, comme vous le savez, en principe, les archives des armées sont autonomes. Ça tient à un événement spécifique, à savoir qu'en 1899, le ministre de la Marine de l'époque, Édouard Lecroix, a considéré qu'on manquait de place pour conserver les archives de la Marine, et de ce fait, il a décidé le versement des archives antérieures à la Révolution aux archives nationales. Donc, on se retrouve avec une césure au niveau de la Révolution qui fait que, avant 1789, les archives centrales de la Marine sont aux archives nationales. Après cette date, elles sont à Vincennes. Mais pour compliquer encore les choses, il faut savoir que le service historique de la Marine, puis le service historique de la Défense, ont conservé l'ancienne bibliothèque de la Marine, qui contient beaucoup de documents manuscrits d'Ancien Régime, et que par ailleurs, à Vincennes, sont conservés de nombreux fonds privés d'officiers de marine et de marins, parfois antérieurs à la Révolution. La morale de cette affaire, c'est que si vous faites des recherches sur la marine d'Ancien Régime, eh bien, vous serez amené aussi bien à fréquenter Vincennes que les Archives nationales de Paris, que les ports. Alors, j'en viens à la seconde partie de mon petit exposé, à savoir ces archives de la marine d'Ancien Régime qui sont au sein des Archives nationales. Et en fait, par conséquence de l'historique que je vous ai rappelé, ces archives constituent une sorte de dépôt au sein du dépôt. Ils sont greffés aux archives nationales sans en être réellement une partie. Dans leur organisation, elles possèdent ce qu'on appelle un cadre de classement spécifique. Si vous avez fréquenté les archives nationales ou les archives départementales, vous connaissez ces cadres de classement avec une lettre qui désigne tel ou tel secteur. Eh bien, vous avez de nouveau un cadre de classement spécifique pour les archives anciennes de la marine. Pour éviter la confusion,
entre ce cadre de classement alphabétique et celui des archives nationales. Quand on commande des cotes de ces fonds aux archives, on précède la cote marine du préfixe MAR, parce que vous avez une série A de la marine qui n'est pas la série A des archives nationales, et ainsi de suite. Alors, je rappelle très brièvement les grands secteurs de ce cadre de classement. La série A, les actes du pouvoir souverain. La série B, le service général. La série C, le personnel, je vais y revenir. La série D, le matériel. La série E, la comptabilité. La série F, les invalides et les prises. La série G, les mémoires, les projets, les documents divers. Alors, ce cadre de classement, en fait, est très artificiel. Et très artificiel parce que ces archives de la marine n'ont jamais cessé d'être classées et reclassées au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle. Et un de mes prédécesseurs, Étienne Taimit, inspecteur général des archives, disait « L'histoire des archives de la marine est celle d'un long martyre », puisque, à force de classement et de déclassement, on a un peu de peine à identifier quelle est leur provenance initiale. Et même si vous avez une lettre C dédiée au personnel, en fait, des matières individuelles, des matières de personnel, vous en trouvez tout au long du fond, aussi bien dans les correspondances du ministre que dans les comptabilités, que dans les prises des navires ou dans ce qui concerne les invalides. Alors, jusqu'à présent, pour beaucoup de portions de ce fonds, on n'a que des descriptifs généraux qui ne permettent pas aux généalogistes d'identifier immédiatement si tel ou tel individu y est présent. Tout le travail des archives nationales, maintenant depuis déjà plusieurs années, consiste à substituer à des répertoires numériques parfois peu précis, des inventaires analytiques qui décrivent les documents à la pièce et où on s'efforce à chaque fois d'identifier les individus cités et les lieux cités. Je vais donner un exemple précis. Par exemple, la correspondance du port reçue du port du Havre a été inventoriée pièce à pièce et maintenant, vous avez tous les documents concernant les marins du Havre et de la région du Havre qui ont été transmis au ministre de la Marine sous Louis XV et Louis XVI, dont l'identification est faite et disponible en ligne. Alors, je termine mon intervention avec la question des dossiers individuels. Dans la série C, consacrée au personnel, nous avons une sous-série qui s'appelle C7 et qui est une série de dossiers dits de personnel. Cette série, nous en avons entrepris la numérisation et elle comprend 350 cartons. Les 100 premiers cartons sont numérisés, les images sont en ligne et ça couvre les lettres A à E. On est dans un cadre de classement alphabétique. Et dans les prochaines années, nous comptons numériser et mettre en ligne le reste de la série. Ben, il faut tout de suite vous alerter sur cette question du dossier de personnel. Si vous avez fréquenté les dossiers d'officiers de Vincennes, si vous avez fréquenté la base Léonore qui met en ligne les dossiers de Légion d'honneur, vous savez que sous l'appellation de dossier de personnel, on embrasse des réalités très différentes. Notamment, il faut bien comprendre que l'idée de dossier de carrière n'apparaît qu'au XIXe siècle. Au XVIIIe siècle, la gestion de personnel, et encore avant, la gestion de personnel se fait plutôt à partir de documents collectifs, qui sont des listes, qui sont des registres, plutôt que par des dossiers individuels. Le dossier individuel, il apparaît avec l'idée de dossier de pension, c'est-à-dire ce sont les documents qui viennent justifier l'octroi d'une pension. Et on peut considérer que le dossier de pension, il commence à se mettre en place à la fin d'Ancien Régime, à la fin du règne de Louis XV et sous Louis XVI. Et ce n'est qu'au XIXe siècle, avec l'expansion de l'administration, qu'on arrivera à l'idée du dossier de carrière qui vous suit toute votre vie, où vous avez toutes les étapes de votre notation, de vos mutations, de vos affectations successives. Sous l'Ancien Régime, on n'en est pas encore là. Ce qui fait que ces dossiers individuels conservés dans cette sous-série C7, en fait, sont des dossiers factices. Ce sont des dossiers reconstitués où, suivant les individus,
Vous pouvez avoir une feuille ou au contraire des centaines de documents pour des personnages célèbres sur lesquels on est allé chercher dans d'autres séries les pièces qui les concernaient, on les a rassemblées sous leur nom. Donc, d'un individu à l'autre, la substance de ce dossier sera extrêmement différente. Et alors, on peut avoir une très bonne surprise, supposons par exemple qu'il y a eu un contentieux entre un marin et son administration, ça va provoquer une production de documents et même sur un personnage secondaire, on aura beaucoup de documents. À l'inverse, parfois on aura une ou deux pièces à caractère comptable qui ne donneront pas la carrière entière de l'individu. Donc ne jamais oublier que le dossier individuel pour l'Ancien Régime est le plus souvent un dossier factice qui comprend des documents de toute nature, parfois même des documents postérieurs à l'Ancien Régime. Alors, dans cette série, vous trouvez les dossiers, des dossiers qui concernent les officiers de marine, mais aussi tous les personnels civils qui ont pu travailler pour la marine, les administrateurs de la marine, des aumôniers, des médecins, parfois de simples matelots, toutes sortes de corporations sont concernées. Alors, je termine en vous disant un mot d'un dossier particulier, celui de La Pérouse. La Pérouse, c'est ce chef d'escadre de la marine qui est parti en expédition dans le Pacifique et qui a sombré en 1788 dans l'atoll de Vanikoro. Alors, là, nous sommes devant un cas d'un personnage extrêmement célèbre, mythique, et du coup, son dossier est considérable, comporte plusieurs centaines de pièces parce que on n'a jamais cessé de chercher à s'intéresser à lui et donc de vouloir rassembler des documents le concernant. Alors, j'ai sorti ce dossier, je l'ai à côté de moi, et voilà un dossier de personnel, d'un personnage mort en 1788, et dedans, j'ai des dizaines de pièces du 19e siècle. Par exemple, ici, vous avez une lettre du ministre de la Marine qui demande aux archives départementales à Nantes l'extrait d'état civil de l'extrait de baptême de la veuve de Monsieur de la Pérouse. On va trouver également des lettres de la Pérouse, des lettres autographes de la Pérouse à différentes étapes de sa carrière. Évidemment, elles n'ont jamais été dans un dossier individuel de carrière. On est allé les extraire dans différentes parties du fond. Et finalement, ce dossier, c'est un dossier à vocation historique. Il a été créé parce que sans cesse, on s'intéresse à la Pérouse, sans cesse, les ministres demandent des notices sur la Pérouse, il y a des expositions sur la Pérouse, et donc, on a rassemblé un dossier qui n'est pas vraiment archivistique, mais en fait, documentaire. Alors, cet exemple nous montre que les archives de la marine sont un ensemble extrêmement complexe, qui est finalement faiblement organique, plus documentaire qu'organique. Tout le travail des archivistes, c'est justement d'arriver à inventorier assez précisément les documents pour que vous puissiez, malgré ce désordre introduit par les siècles, retrouver les personnages et les éléments qui vous intéressent. Je conclue en vous rappelant que les archivistes sont au service du public et que donc, si vous êtes devant une impasse de recherche, il ne faut jamais hésiter à faire appel à nous, à nos services. Nous sommes là pour vous servir. Merci.